Un petit peu plus du coup sur ton travail d'écrivain. Ça fait combien de temps que t'écris des bouquins tu vas me dire toujours. Oui, c'est la question, on est là. Alors, qu'est-ce que tu appelles bouquin? Je peux te montrer des choses Pareil. Voilà. Oui, bon, l'écriture... Ouais, ou comment tu as commencé plutôt? C'est peut-être plus la question plutôt que quand. En fait, je pense que le début, c'était des journaux intimes, ce qui est très classique, je pense, chez beaucoup de petites filles, on va dire, ou d'ailleurs, de garçons. Mais oui, j'avais besoin de me... Je pense de raconter mes petites journées, tu vois, une à une, truc très très classique. Et donc, il y a des... J'ai retrouvé ma première histoire dans ce journal quand j'avais 9 ans ou 8 ans. Ça s'appelle Rot le chien, donc ça a l'air génial. Hein. Et il y a quand même 9 épisodes de la vie d'une famille chien, vivant tout un tas de cataclysmes divers de la vie. Et donc je pense que ça c'est ma première ébauche de roman, mais déjà on sentait un vrai goût pour la série, tu vois. Ensuite les premiers petits romans, on va dire que c'était à 12 ans, je les ai encore d'ailleurs. C'était pas de la fanfiction, mais il y avait des petits côtés très inspirés quand même de beaucoup de jeux vidéo, comme... Chrono Trigger, Final Fantasy, etc. Et si tu veux, c'était une évidence. Là, j'ai revu mes anciens profs du collège et ils me rappelaient, je m'en souviens aussi très bien, que dès la 6e, sur cette fameuse feuille A4 à couper en deux avec marqué profession des parents, que voulez-vous faire plus tard, je mettais écrivain. Mais je savais pas quel était exactement ce métier. Je pense que si je l'avais su, j'y serais peut-être allée... un peu plus arculant. Voilà, exactement. Parfois, le manque de lucidité est une chance. C'était vraiment une passion. En fait, ça a toujours été... Je pense que c'est en lien avec l'hypersensibilité. J'ai beaucoup réfléchi maintenant. Et je pense que quand on est très sensible, et on n'est pas dans un système éducatif, je pense, qui nous apprend à gérer nos émotions. Enfin, vraiment, j'ai l'impression, mais moi, des émotions, j'ai appris à en parler et à savoir ce que c'était par la littérature, par la philosophie. Mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans un système d'éducation où on nous explique qui on est et comment, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, je pense que c'était ma façon de gérer mon hypersensibilité, d'écrire, et je mettais tout ce que je ressentais, j'inventais des histoires, etc. Et le livre, c'est un peu la seconde peau, je trouve. Écrire à la page, c'est un peu cette seconde peau qui te protège un peu plus de l'extérieur. Mon premier bouquin, c'était... Enfin, première histoire. Ma mère a gardé, tu vois, le truc, c'était... J'avais 6 ans. J'ai écrit l'histoire en 4 pages avec des dessins. L'histoire d'une fille qui allait chercher des pommes, tu vois. Ah bah c'est... Suspense avec garanti. Des bonhommes bâtons. 3 pommes, je crois, je sais plus. Après, bon, il y a eu une période un peu floue. Et c'était en CM2, fin CM1 peut-être. Et c'était un matin où je lisais des... Enfin, j'étais passionnée d'astronomie. Et du coup, je lisais des bouquins sur les planètes, machin. Et il y a un moment où j'ai été prendre un carnet et j'ai écrit une histoire d'une fille qui voyage dans un vaisseau spatial avec les cheveux bleus. Très SF. Très SF. Et il y a des planètes qui sont volées, du coup elle part à la recherche des planètes mignon, avec son char robot et tout. C'était trop bien. Le char robot, t'avais déjà même conscience de la mascotte. Ah ouais, le sidekick. Voilà. C'était rigolo et c'était aussi illustré. Parce que à l'époque je dessinais, mais maintenant je sais pas dessiner, j'illustre pas du tout. Je fais appel à des gens qui savent très très bien le faire. Là, qui est-ce qui a fait la couverture? Gabriel, c'est Monsieur Q. Oui. Qui a fait la couve. Donc voilà, il a bien plus de talent que moi. Donc tu as passé le flambeau de l'illustration. Voilà. Bon, c'est une question aussi un peu large, etc. Mais comment on apprend à écrire? Alors ma première réponse, ce serait en écrivant. Très classique. Mais vraiment, je me rends compte que... Alors oui, j'avais plutôt des bonnes notes en rédaction et manifestement, voilà, j'avais déjà un peu de vocabulaire, on sentait que les phrases étaient pas mal tournées et tout ça. Mais déjà, j'avais une mauvaise orthographe au départ, moi, au collège. Et ça a vraiment été un travail sur moi-même de m'appliquer, de faire plus attention. Et je pense que j'ai appris en écrivant, c'est-à-dire on y retourne, on recommence, on se remet en question, on prend du recul. Et je pense que j'ai été quand même beaucoup aidée du fait que quand j'avais 14 ans, j'ai fait mon site internet et je mettais tous mes romans en ligne. Et j'avais ma petite communauté sur mon forum. Ce qui fait que quand mon premier roman il est sorti quand j'avais 19 ans, on avait eu 150 ou 200 précommandes de gens en fait qui me suivaient dans l'ombre sans rien dire et dont j'avais pas conscience, mais qui lisaient en ligne. Et ça nous avait vraiment surpris parce que c'était quand même déjà une petite communauté en fait. Et mine de rien, les personnes qui me faisaient des retours, un peu des correcteurs ou des bêta-lecteurs, je pense que ça me faisait réfléchir et que... Je pense que le plus difficile, c'est à la fois d'être très ouvert à la critique, à l'opinion de l'autre, à vraiment être humble, d'être plein d'humilité et de dire ok, bah, je suis prêt à écouter votre ressenti et voir ce que vous en pensez. Mais en même temps,
toujours avoir sa boussole intérieure et se dire mais il n'y a que moi qui connais mon livre, il n'y a que moi qui sais ce que je veux raconter exactement. Donc c'est bien que des gens me donnent leurs opinions, mais peut-être que c'est pas ça que je voulais dire en fait. Je trouve que c'est ça l'apprentissage de l'écriture, c'est cette espèce de circulation entre son intériorité et l'extérieur, parce que à moins qu'on veuille pas montrer ce qu'on écrit, ce qui est complètement aussi compréhensible, la plupart cherchent quand même des lecteurs. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on apprend à écrire, et que c'est quand même aussi très lié à son parcours personnel, aux expériences de vie, à sa sensibilité, à sa façon de voir le monde, et de cultiver sa singularité et de la montrer. Et après, il peut y avoir des techniques d'écriture. Moi j'ai beaucoup lu de narratologie, mais j'avais pas du tout fait ça avant, donc c'est un peu empêché de... Ouais, c'est à partir de quel moment en fait que tu t'es plongé dans tous ces comment construire une histoire, parce que moi je me rends compte un petit peu ces derniers temps, il y a des vraies techniques pour apprendre à séquencer quelque chose, à écrire de l'action, machin, faire des rebondissements, enfin il y a des vraies choses qui existent et qui au départ sont plus ou moins intuitives, mais à un moment si on veut quelque chose de carré, et j'aime bien les choses carrées et mathématiques du coup, et qui aide. Et à partir de quel moment est-ce que tu en as publié plusieurs avant de te plonger dedans? Parce qu'en fait c'est très récent, je m'y suis intéressée il y a 1 an, alors c'est pour te dire que c'est récent, ouais. Pourquoi Donc on peut écrire des livres oui, j'en ai publié quand même 12 avant, donc manifestement ça peut marcher. Mais alors, en fait ce qui s'est passé c'est que donc un producteur a acheté les droits de mon roman Les Stagiaires pour le cinéma. Et on m'a proposé d'être scénariste, ce qui est une aventure merveilleuse et formidable, parce que écrire le scénario du film avec une grosse société de production, avec des moyens, avec des gens super motivés qui croient au projet, ça donne un certain nombre d'atouts pour que ça se réalise. Néanmoins, quand on m'a dit voilà, sois scénariste, pas de soucis, par contre c'est un autre métier, il va falloir que t'apprennes, mais on est sûr que t'en es capable. J'étais là, mais oui, bien sûr. Au fond de moi, j'étais là, mais non, je n'y arriverai jamais. Donc voilà, évidemment, entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent. Et du coup, je me suis plongée dans tous ces livres de narratologie et de techniques d'écriture assez structuralistes, en fait, dans le courant littéraire, pour me dire, ok, maintenant, va vraiment dans la technique, parce que, en fait, j'avais besoin de me rassurer. Et je pense qu'intuitivement, je savais le faire, mais j'avais vraiment besoin de me mettre des cadres. Et pas un film par rapport à un roman, on est dans une économie de la narration qui est très forte en fait, puisqu'on a 1h20 pour dire beaucoup de choses. Chaque petit dialogue compte, chaque séquençage des scènes et tout ça. Donc je me suis attelée à ça par le biais de cette expérience pour le scénario, en me rendant compte qu'en fait, j'apprenais des choses nouvelles. Il y avait des choses, je me rendais compte que je les faisais complètement intuitivement sans m'en rendre compte. Et parce que j'ai une nature très structurée, c'est l'effet lettre moderne, tu sais, grand 1, grand 2, grand 3, oui, voilà, dissertation, voilà. Donc je trouve qu'on retrouve pas mal de choses dans comment organiser ses idées, etc. Mais c'est un apprentissage à part entière, et je pense que c'est toujours bon à prendre. Je pense que c'est pas une recette miracle. Je pense pas qu'on apprenne à écrire en lisant ces livres. Je pense que ça vient nourrir une pratique. Autre sujet, mais je reviens parce que tu en as parlé juste avant. Du coup, tu as commencé un petit peu en mettant en ligne des trucs sur internet. Oui. C'est cool. Coïncidence. Enfin, je pense qu'on entre dans une ère qui devient vraiment... qui est radicalement différente à ce qui se faisait avant, notamment dans le partage de la lecture et le partage des textes, avec un rapport qui est aussi beaucoup plus direct en fait entre le lecteur et l'auteur, puisque y a plus de filtre. Enfin, je veux dire, c'est pas j'envoie une lettre à l'éditeur qui peut-être un jour transmettra. Là non, direct sur les réseaux sociaux. Des fois, même quand tu mets ton texte en ligne, du coup, c'est direct dans ta boîte mail. Sinon, c'est par ton Facebook, par tes pages auteurs, Twitter. Quel rapport t'as à ça pour avoir sans doute expérimenté un petit peu des deux, quelque chose, un rapport avec le lectorat distant et en même temps un rapport beaucoup plus proche directement en ligne. Enfin, qu'est-ce que tu retires de ça en tant qu'auteur? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est positif et négatif dans les deux cas. Alors, c'est sûr que je pense qu'en plus, il y a quand même pas beaucoup d'auteurs de mon âge, honnêtement, hein, je dis pas ça genre de façon prétentieuse, mais la moyenne d'âge d'un auteur qui vit de l'écriture, c'est 55 ans. C'est 55 ans, un homme. Voilà, un homme. Un homme de 55. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de me rendre compte qu'il y avait assez peu de gens. Il y a quelques auteurs, hein, bien sûr, mais finalement, l'auteur actuellement, certains se sont mis au pas des réseaux sociaux, du site internet et tout ça, mais quand même, l'édition, ce n'est quand même pas le secteur le plus dynamique d'un point de vue modernité. Je pense que quand on voit le numérique actuellement commencer, on a conscience que voilà. C'est pas ça. Particulièrement en France, je dirais. Et moi, j'ai commencé comme ça. Donc, cette idée de la communauté, de mettre ses écrits en ligne, ça fait complètement partie, non seulement de mon parcours, mais de mon identité. Je me rends compte que c'est une évidence et que... Oui, c'est intégré dans tes pratiques. Ouais, c'est ça.
Et du coup, les éditeurs, ils sont toujours très impressionnés du fait que j'ai Instagram, Facebook, la chaîne YouTube, enfin tout ce que je construis. Et ce qu'ils comprennent pas, je pense, c'est que avant tout, c'est un vrai plaisir en fait. C'est que ça m'éclate et que j'adore ça parce que je trouve que ça crée une espèce de passerelle avec l'autre et que c'est déjà tellement solitaire et différé, l'écriture. Je me rends compte là-bas, mon manga Alchimia avec Mia, imagine, on a commencé à travailler dessus il y a 3 ans et il sort que maintenant. Donc il y a ce décalage de temporalité qui fait que c'est curieux d'avoir ce partage en différé en se disant bah voilà je l'ai fait et maintenant vous l'avez, mais quelque part pour moi c'est déjà passé, je suis déjà dans d'autres projets, j'ai déjà évolué, je suis dans autre chose. Donc je trouve que le côté internet, réseaux sociaux donne une vraie proximité et de partage aussi. Et c'est pour... Enfin, je peux pas répondre... Enfin, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, mais je dois avoir, pareil, 1 ou 2 demandes de lecture de manuscrits par jour et bah, je peux pas... Enfin, j'ai pas du tout l'énergie et c'est même pas mon métier, donc je dis très gentiment aux gens, bah, je suis très contente que vous pensiez que mon avis a un intérêt, mais allez plutôt chercher des bêta-lecteurs, des personnes voilà, qui auront ces compétences et je peux pas mettre toute mon énergie. Et je me suis dit, ok, comment je réponds à cette demande ? La chaîne YouTube, ça a été une des options, de se dire je vais donner des conseils mais pour tout le monde, de manière assez intime parce que le face cam, je pense que c'est... Voilà, on est chez moi, d'ailleurs là aussi, enfin voilà, il y a un petit côté dans le salon, on discute. Et voilà, ça me paraît important cette proximité. Parfois, il y a aussi le côté, il y a des gens qui harcèlent aussi, hein. Je sais même pas d'ailleurs si c'est des lecteurs, mais par contre on peut recevoir aussi des messages assez particuliers ou bizarres, hein, mais ça je pense que c'est le propre de toute personne qui met quelque chose de soi en ligne. Je dirais que ce que j'attends maintenant, c'est que les éditeurs fassent aussi le travail de se mettre un peu au pas de tous ces réseaux-là, parce qu'il y en a qui le font et qui le font bien, mais globalement je trouve que la communauté Booktube par exemple est beaucoup plus moderne et inventive que le travail que peuvent faire actuellement les éditeurs dans le partage de la lecture via ces réseaux. Donc je pense qu'il y a quand même là quelque chose... Surtout sur la littérature jeunesse, oui, quoi, bah parce que les lecteurs ils sont où ? Ils sont aussi sur internet. Mais moi je me rends compte sur ma chaîne, j'ai énormément de très jeunes lecteurs, parce que YouTube c'est leur télé et que voilà, ils passent leur temps aussi dessus. Du coup t'as répondu à pourquoi t'as fait ta chaîne YouTube, c'est bien, c'est tu vrai. le penses. C'est vrai. Donc allez la voir, elle est vachement bien. C'est gentil. D'ailleurs moi je regarde tout et tout. Ça... Non, je trouve ça intéressant. Bon, des fois c'est des choses que tu connais je sais déjà plus ou moins, mais c'est toujours bien de se les entendre répéter, etc. Et puis c'est vrai que bon, en face cam, c'est cool aussi, quoi. Oui, c'est plus sympa, quoi. Ouais. Et je pense que là, je pose des bases dans la chaîne. En fait, je l'ai vraiment imaginé comme un médium très pédagogique, où j'essaie d'expliquer les choses basiques. C'est des vidéos un peu outils. Voilà. Et je pense que tu fais pareil avec ta chaîne. Enfin, il y a ce côté. Oui, il y a ce côté, oui, voilà, c'est une ressource si tu te poses une question, en fait. Et aussi, c'est vrai qu'aussi en tant qu'auteur ou jeune auteur, ou etc., t'as tendance à avoir besoin de te rassurer. Et du coup, entendre des personnes qui, en fait, au final, te donnent pas forcément les conseils de ouf. Oui, c'est clair. Mais pas non plus. Juste qu'ils te disent, oui, c'est bien, continue, oui, c'est possible, oui. Alors, tu peux peut-être essayer de faire ça. Après, peut-être que ça te correspond pas, mais tu peux peut-être essayer. Et de voir des gens aussi qui produisent aussi, et comment ils ont commencé, machin. Et bah, ça aide beaucoup et ça motive. Bah, ça montre l'envers du décor. C'était aussi mon but, c'est que il y a cette idée fantasme versus réalité, c'est que moi aussi j'avais une vision du métier extrêmement idéalisée et sans faire un portrait noir de ce que je vis, parce qu'il y a des choses qui sont géniales, mais il y a une vraie dureté dans le fait d'en vivre, dans les conditions des auteurs actuellement, qui font que c'est une chaîne qui a un côté aussi militant, que j'assume, de dévoiler l'envers du décor, où en général les éditeurs n'aiment pas trop qu'on le fasse parce que ça donne pas une très belle image et tout ça. Je me suis dit, bah non, je pense que il faut dire aux jeunes très clairement quelles sont les conditions des auteurs actuellement, tous les bons côtés de cette profession, les côtés plus durs et qui pourraient être améliorés, il y en a pas mal. Et voilà, pour pas que ce soit juste le rêve de ah oui, t'écris des livres et puis on a une image de l'auteur comme quelqu'un de super riche dans sa maison secondaire, après un best-seller naturellement. Et quand on sait que la moyenne de vente d'un livre aujourd'hui c'est 500 exemplaires, voilà, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? T'as dépassé la moyenne? Je vais faire la moyenne. Ah voilà, bah écoute. Enfin, je vais imprimer 500 donc. Et avec une bonne diffusion. Donc tu vois, dans le sens, dans toutes les librairies, etc. Avec un éditeur qui est derrière, etc. Non, clairement, la situation des auteurs à l'heure actuelle, c'est pas. C'est pas ouf. C'est pas ça, quoi. Alors effectivement,
l'éditeur apporte aussi beaucoup. Enfin, je relativise de plus en plus sur les éditeurs ces derniers temps, parce qu'avant j'étais un peu va des rétro satanas. Non, mais il y a plein de très bons éditeurs. Mais c'est vrai que c'est plus forcément adapté en fait à ce qui se fait, et en fait ce serait bien que tout le monde puisse vivre de son travail en fait de façon générale, que ce soit l'éditeur ou l'auteur. Ce qui est terrible, c'est que dans cette profession, c'est pour ça que je fais tout ce travail de dire que c'est mon métier, c'est mon métier, parce que c'est vrai. Et pour être honnête, voilà, les 4 premières années, j'ai gagné 1000 € par mois, j'ai super galéré, j'étais à Paris, c'était dur, et je me suis dit, ok, bon, tu t'accroches, tu continues. Et déjà, c'était vachement bien à l'époque, rien que ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais concrètement, et parce que aussi, et je pense que c'est aussi en tant que femme là-dessus, que je m'auto-censurais, j'avais peur de négocier, j'avais peur d'être plus dans la confrontation. J'ai des éditeurs partenaires de longue date ou nouveaux partenaires avec qui ça se passe hyper bien, qui m'ont donné des très bonnes conditions, donc c'est possible. Moi je crois au couple auteur-éditeur fondamentalement, mais il faut que l'éditeur du coup soit vraiment dans son rôle d'assurer la promotion, d'être dans l'accompagnement littéraire et de proposer une vraie place à l'auteur, ce qui est difficile compte tenu de la surproduction. Donc voilà, il faut se battre. C'est pas un milieu très facile, et clairement pour faire sa place, faut y aller quoi. Quand est-ce qu'il y a un moment où ça a démarré? Parce que bon, il y a un moment où j'imagine t'étais sur internet, t'as peut-être publié au début des romans. Ça faisait genre tu pouvais te payer un cadeau de Noël quoi. Exactement, c'était cadeau de toi à toi, mais il y a eu un moment où où il y a quelque chose qui s'est passé, et c'était quand Alors le parcours, c'est vrai qu'il est assez peut-être original, d'ailleurs je m'en rends pas trop compte, mais ce qui s'est passé, c'est que mon premier roman, qui maintenant s'appelle Oraison, mais ça s'appelait La langue du silence, donc il est paru en 2009, mais en réalité j'avais signé le contrat quasiment 2 ans avant, parce qu'il y a eu un temps de correction et tout ça. Donc j'ai signé mon contrat quand j'étais à la fac, il est paru quand j'étais en L3 de lettres, et donc moi j'avais un super plan. Mon plan était de publier mon premier livre pendant mes études. C'était mon objectif, où je me disais, bon, si je fais ça, ça enverra un signal qui sera un premier pas vers le monde plus professionnel de l'édition. Parce que j'imaginais pas ma vie autrement que d'écrire, et je voyais se rapprocher l'échéance du CAPES ou de la grègue, parce que tu ne sais pas quoi faire, tu as fait littérature, comment... Voilà. Et bon, mon plan a pas mal marché jusqu'ici, puisque j'ai publié, et c'est un bouquin, tu vois, que c'était chez un tout petit éditeur, sans diffuseur, mais à compte d'éditeur, hein, et j'en ai vendu plus de 2000 exemplaires du premier, et puis plus de 1000 du... Ah oui, donc il a bien marché quoi. En fait, c'est parce que je faisais des salons littéraires, donc j'étais à la fac, mais tous les week-ends, on partait en salon avec mon éditeur, et c'était presque ma seconde famille, enfin c'était une petite maison. Faut dire qu'il devait y avoir une sacrée relation du coup, parce que... c'était ma mère de substitution, mon éditrice à l'époque, vraiment, c'était... j'arrivais à Paris, parce qu'en plus, donc, en gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à publier, mais je pouvais absolument pas en vivre. Pour donner une idée, j'avais 8% sur mes livres, donc voilà, ça donne une idée par rapport au nombre d'exemplaires. Donc j'avais mon petit chèque à la fin de l'année, mais concrètement, je pouvais me payer un ordi, tu vois. Enfin, voilà. Donc bon, mais par contre, j'avais déjà un pas qui était passé, c'est d'avoir gagné le prix lycéen des Imaginales, qui était vraiment un prix très reconnu dans la profession et qui attire l'attention des plus gros éditeurs. Et c'est comme ça que des éditeurs comme Rajo, comme Syros se sont intéressés. Et oui, et donc du coup, c'est là aussi on voit... Petite parenthèse sur le travail de l'éditeur, justement, de présenter son auteur à des prix, y compris quand on est un petit éditeur, je veux dire. Et je pense que c'est là où ça fait toute la différence entre... Et c'est difficile de savoir à l'avance, malheureusement. Il y a des petits éditeurs qui font vraiment bien leur travail en essayant de vendre le livre, en fait, tout simplement, et c'est leur boulot, enfin, surtout s'il n'y a pas de distribution, etc. Ou alors même d'ailleurs s'il y a une distribution, et se reposer sur sa distribution, c'est pas forcément non plus souhaitable. Il faut de la com. Et 1000 saisons, donc c'était des étudiantes d'école de commerce qui avaient un projet de fin d'année mais qui étaient passionnés par la littérature, par la fantasy. Et c'est vrai que... Alors ils bossaient à côté, les deux qui faisaient la maison, et c'était tous les week-ends, tous les soirs. Et je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte de l'ampleur de leur boulot. Mais ils se sont vite rendus compte qu'en fait, s'ils voulaient vraiment en vivre, et bien plus mal que leur boulot actuel, il allait falloir rentrer dans une logique de production énorme. Parce qu'en fait, pour avoir un diffuseur, il faut publier un certain nombre de livres. Et en fait, il faut rentrer dans cet engrenage. Alors que, je pense que 1000 saisons, ils ont publié une dizaine de livres en tout en quelques années. Il y avait une vraie qualité au catalogue, il y avait un vrai travail éditorial. Et chaque livre était défendu en salon littéraire parce que du coup, ça vendait. Ça vendait là-bas parce qu'on allait à la rencontre du public.
Mais vraiment à la one again quoi. Enfin, on prenait la voiture, on était triste, c'était fan de Superbus, donc elle mettait ça à fond. Maintenant, j'ai des traumatismes, je connais toutes les chansons. On dormait dans des petits hôtels pourris à 3 et puis on portait les cartons, quoi. Il y avait un côté... Et ce qui s'est passé quand même, le déclencheur, je pense, c'est que moi j'ai postulé chez Ubisoft à la fin de mon master, dans une espèce de crise existentielle, en train de me rendre compte que j'allais passer mon CAPES et qu'en fait je voulais pas être prof et que... Voilà, et j'ai postulé à une offre de stage sur leur site complètement par hasard et j'ai eu le stage. Et là, du coup, je suis montée à Paris. Et c'était difficile au début, et c'est de là d'où est né les stagiaires, évidemment, sans doute. J'aimais bosser là-bas, ça m'intéressait beaucoup, mais je me rendais compte en même temps que le cœur de mon activité et de ce qui j'étais, c'était écrire. Et que même après un passage chez Ubisoft, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un roman quelque part sur cette expérience, donc voilà. Mais le déclencheur, c'était la fin de mon CDD. La petite maison d'édition, ils ont décidé d'arrêter parce que c'était pas viable. Et là, ça a été un gros déclencheur parce que du coup, c'était une époque qui se terminait. J'avais plus d'éditeur, mais plus du tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je re-signe avec un petit? Est-ce que c'est l'occasion de signer avec un plus grand? Et à la fin de mon CDD, mais en l'espace de quelques semaines, j'avais envoyé des manuscrits depuis un moment. Rajo m'a répondu, Syros m'a répondu et Brajlon m'a répondu. Ce qui faisait qu'à la fin de mon CDD, j'avais déjà des chèques assez importants. Enfin, importants. À relativiser. J'avais fait une espèce de plan du fait qu'en plus par mois, en te disant là je peux tenir je peux tenir tant, j'avais un peu de chômage et puis Syros c'était une trilogie donc en fait en réalité c'est comme si j'avais signé Ce qui nous lie, Oraison, les 3 tomes de Souvenirs perdus et À pile ou face, du coup c'est ça exactement. Donc ça faisait quand même 6 bouquins d'un coup. Ouais, donc tu pouvais essayer de faire une petite projection. Exactement. Et je me suis dit allez je me lance. Et en fait après ça a été très au fur et à mesure. Le passage chez Brajlon et Ce qui nous lie, c'était un roman qui était adoré ou détesté, puis voilà, mais qui a eu quand même beaucoup de presse dans la blogosphère. Et petit à petit, voilà, ça s'est construit. Et maintenant, avec le scénario, avec tout ça, maintenant j'arrive à en vivre et pour la première fois là depuis quelques mois à me dire, parce que j'ai mieux négocié mes conditions, ça y est, ça y est, enfin ça va. Voilà. Mais ça a demandé aussi de m'intéresser plus à mes contrats, de plus accepter certaines conditions et voilà, c'était pas facile au début. Petite dernière question un peu bateau mais qui est rigolote quand même. C'est quoi une journée type d'écriture? Comment tu fonctionnes? Alors ça dépend des moments déjà parce que je fais pas mal d'activités en parallèle de l'écriture. Je donne des cours là de rédaction dans une école de mode. J'ai aussi fait tout un travail là où j'ai beaucoup voyagé avec le comité Colbert pour une nouvelle. À côté de ça, j'ai le scénario du film, donc il me prend pas mal de temps. J'ai l'écriture des romans, et puis j'ai la chaîne YouTube qui, malgré tout, me prend 4 à 5 jours par mois. Où en fait, je tourne toutes les vidéos d'un coup. Ouais, je fais ça aussi. Voilà. C'est pour ça qu'elle sur les mêmes... Voilà. Enfin, je sais pas si toi, tu changes de t-shirt entre chaque vidéo. Exactement. Mais... Moi, souvent, des fois, j'ai la flemme. Alors, tu sais, tu vois 5 vidéos sur la chaîne. Il y a le même t-shirt, tu peux tourner le même jour. Mais nous, on triche et je change d'habit à chaque fois pour faire quoi. Oh, c'est un autre jour. Je viens de révéler un gros secret de la chaîne, là. Par contre, les journées où je me dis, ok, là, c'est juste une journée d'écriture. Soit je vais dans des cafés, parce que bosser de la maison, ça peut très vite être asphyxiant. Et puis il y a un truc qui est que on se retrouve vite à faire les corvées, même si on a un mec assez serviable, on se rend compte que quand on est à la maison, on devient un peu responsable de l'espace. En fait, il y a une espèce de truc où du coup, comme toi t'es à la maison, t'as le temps d'aller chercher le colis à la poste, t'as le temps de plein de choses. Et du coup, je suis contre ça. Et je veux pas être l'écrivain au foyer, tu vois, donc je vais écrire dans des cafés. Et je peux écrire 7-8 heures, voilà. En général, je jongle aussi avec mes mails, les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'administratifs aussi, donc ça fait aussi partie du quotidien, les contrats, signer des conventions pour des salons, pour des interventions dans les classes, pour les cours, pour plein de choses. Donc la journée type d'écriture, en général, elle est émaillée de toutes ces petites choses autour. Par contre, je peux pas écrire, par exemple, juste 1 heure comme ça, genre voler ce petit moment et puis donner 4 heures de cours. Ça m'exténue. Je peux corriger à la limite, mais moi j'ai besoin vraiment d'être dans le truc. Donc en général, je deviens une sorte d'île inatteignable. On peut me parler, je n'entends rien et je me mets à écrire à fond. Tu fais le nano en ce moment ou pas? J'aurais bien aimé, mais je pense que là c'était suicidaire. Parce que t'as trop de trucs à faire en ce moment. En fait, je suis revenue de Tokyo avec le décalage horaire pour immédiatement faire la promo d'Alchimia. Et là, on a enchaîné plein de dédicaces. Plus là, les cours de mode que j'ai donnés, les cours dans l'école de mode, mine de rien, préparer les cours d'un niveau d'exigence, plus les données, et le week-end, les salons. Et là, j'ai fait, non mais
Voilà. Cette année, c'était Je corrige à durée déterminée. Et j'ai pris une grande leçon aussi, c'est de comprendre que y a des limites et il y a des moments où tu écris moins et c'est tellement pas grave en fait. L'écriture, elle se fraye un chemin souterrain. C'est très organique et c'est un peu comme une plante, tu vois, ça pousse, ça pousse. Et à Tokyo, alors que j'avais pas écrit une ligne et que vraiment je me suis dit, ça fait un mois que j'ai pas écrit. Je me suis retrouvée dans le sanctuaire Meiji, qui est un sanctuaire magnifique en plein centre de Tokyo. Et là, j'ai eu une révélation sur mon tome 3 des stagiaires indéterminés, mais un truc où je me suis dit, mais bien sûr, mais c'est ça, mais depuis le début, mais tout se connecte, mais c'est évident et tout ça. Et voilà, il faut faire confiance à son inconscient. L'inconscient fait son petit travail, même quand on n'écrit pas. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à aller du coup voir le travail de Samantha, avec que plaisir. ce soit la chaîne, les livres, tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Voilà, et on va faire une petite photo, enfin on va faire une petite pause, tu vois, genre photo. Ah oui, pour faire la miniature plutôt que je fasse une vieille capture d'écran, oui. Tu vois, des fois. Donc alors, je sais pas, mets-toi bien. Ah oui, alors attends, oh là là, on va éviter le double menton du... Alors comment juste comme ça, souris, enfin je sais pas, je mettrai le titre là, je verrai. Juste une pose fixe avec un sourire.